Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué juste en dessous là, de la description de ce podcast. En faisant un don, nous serons heureux de vous offrir un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Jean-Louis Bruno, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes archéologue, spécialiste de la civilisation gauloise. C'est la deuxième fois que je vous reçois à ce micro. Je vous ai reçu ici afin d'évoquer l'inévitable figure de Vercingétorix sur laquelle vous avez travaillé chez Gallimard. Et au cours de cette émission, nous avons parlé de ces personnages, ma foi, assez mal connus, victimes de très nombreux clichés. J'ai nommé les druides. Vous venez de leur consacrer votre dernier ouvrage avec un titre, ma foi, assez ambitieux, La cité des druides, bâtisseurs de l'ancienne Gaule, donc toujours chez le même éditeur, Gallimard, dans la collection L'Esprit de la Cité, qui est dirigée par Ran Alevi. Alors peut-être une première question historiographique, Jean-Louis Bruno. D'où viennent ces nombreuses légendes, ces nombreux clichés autour des druides et au-delà, d'où vient le biais historiographique dont ils ont été les victimes ? Mais ils arrivent à la fois tard et pour nous, ça paraît même très tôt, ça apparaît à la Renaissance. Donc c'est à ce moment que les historiens perdent complètement le contrôle sur les druides et ils pensent qu'effectivement on ne pourra jamais étudier ces anciens sages et ils vont être dépassés donc par des faux historiens alors qu'on avait quand même quelques personnages, quelques écrivains tout à fait extraordinaires comme François Hautemans. Qui était un protestant, et Pierre Baudin, qui est grand historien de la vie politique, etc., qui, tous les deux, ont écrit des choses absolument extraordinaires sur les Gaulois, et en partie sur les druides. Donc, les druides n'écrivaient pas, et pourtant, malgré tout, nous avons des sources qui nous sont accessibles ? Oui, tout à fait, parce que les druides, c'est pas un ensemble qui est propre aux Gaulois. Donc c'est déjà de cette façon que les druides ont été perdus en quelque sorte, parce que les Français ont considéré que les druides, c'était quelque chose de français, etc., qui n'existe pas ailleurs. C'est totalement le contraire. En fait, les druides, ce sont des sages, des savants, dont on connaît des équivalents à partir du début du premier millénaire avant Jésus-Christ, et ces grands savants, donc il y a les druides, mais il y a aussi les pythagoriciens, donc les disciples de Pythagore, les gymnosophistes en Inde, les chamans, les mages en Perse, etc. Ils sont en quelque sorte repérés par les premiers historiens de la philosophie en Grèce qui apparaissent au tout début du IIIe siècle. Et donc il y a au moins deux grandes histoires de la philosophie à cette époque-là qui ont disparu, mais on en retrouve des traces dans un livre très, très célèbre qui s'appelle Diogène, la vie des hommes illustres, etc., qui nous fait cette description, nous raccroche les druides avec ces savants dont je vous ai parlé, et déjà nous dit un certain nombre de détails très importants. Mais on aura surtout on aura les historiens plus tardifs, notamment César, chez les Romains entre autres, eux trouvent leur bonheur sur les druides et puis sur la civilisation gauloise dans une œuvre absolument extraordinaire qui est celle de Posidonios d'Apamée. Alors qui était ce Posidonios d'Apamée ? Alors Posidonios d'Apamée, effectivement, il faut en parler un petit moment, parce que ce n'est pas n'importe qui. Lui, c'est un grand philosophe qui venait d'Asie, qui a continué ses études à Athènes, et ensuite il a été invité par les Rhodiens, donc l'île de Rhodes, pour constituer une école de philosophie vers moins 150 jusque dans les années moins 60 à Rhodes, qui à cette époque-là était une île très importante qui dirigeait tout le commerce de toute la Méditerranée. Et très vite, ce Posidonios d'Apamée va aussi devenir un prytané, donc une sorte de sénateur, et il aura pour mission, entre autres, d'aller faire des excursions à Rome, en Espagne et en Gaule. Mais il faut surtout dire que ce philosophe n'était pas qu'un philosophe. Donc c'est à peu près l'équivalent d'Aristote.
Donc lui, il travaille dans tous les domaines, donc la géographie, les mathématiques, l'astronomie, l'histoire, et donc il a écrit une longue histoire de nombreux volumes qui sont la suite de celle de Polybe. Malheureusement, toute son œuvre pratiquement, à part 20 ou 30 pages, ont disparu dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà. Mais c'est un personnage tout à fait fabuleux. Alors, qu'est-ce qui distingue, par exemple, un Posidonios d'Apamée et le récit de la guerre des Gaules? Parce que ce n'est pas le même matériau pour les historiens. Oui, normalement, il ne devrait pas y avoir de lien, mais il y en a un, c'est que César, d'abord. César, quand il était encore un peu jeune, est allé à l'école de Posidonios d'Apamée à Rhodes, comme l'avait fait Cicéron, comme l'a fait également Pompée, mais il est resté très peu à l'école de Posidonios. Il est allé ensuite en Asie faire ses premières guerres, en quelque sorte. Et quand il parle de la Gaule et de la civilisation gauloise, en quelque sorte, là, il ne fait qu'utiliser les textes de Posidonios d'Apamée. Mais malheureusement, il ne recopie pas à la trace le texte de Posidonios. Mais on a deux autres très grands auteurs pour lesquels là on a des textes très importants. Donc c'est Strabon, le grand géographe, et Diodore de Sicile, qui se sont également servis de Posidonios. Donc ces trois textes, mais même il y a d'autres historiens, Améen Marcellin par exemple, qui se servent également du texte de Posidonios d'Apamée. Mais César ne s'intéresse pas à la vie des peuples, il ne s'intéresse pas à leurs coutumes. Pas vraiment. Ça reste un militaire. Oui, et alors ce qui est tout à fait étonnant et qu'on ne comprend toujours pas, et j'en ai parlé dans ma biographie de Vercingétorix, c'est que César a été invité en quelque sorte à venir conquérir la Gaule et aider au moins pendant la première année de sa conquête par un personnage gaulois extraordinaire, un Éduin, un magistrat éduin, Diviciaque, dont on apprend seulement par Cicéron que c'est un druide. Et César ne dit jamais que cette espèce de général, en quelque sorte, c'est un druide. Et quand on lit le texte de Cicéron, qui s'appelle Au sujet de la divination, on apprend qu'en 60, c'est-à-dire 2 ans avant le début de la conquête romaine de la Gaule par César, il avait dû quitter la Gaule parce que les Éduins avaient été en grande partie détruits, et notamment les sénateurs éduins, et il avait dû se réfugier à Rome, et il a habité notamment pendant 1 an dans la villa fastueuse de Cicéron sur le Palatin. Et ils ont discuté entre eux de ce que c'est que la religion, de ce que c'est que la divination, parce que Cicéron était aussi un mage. Donc il faisait aussi de la divination en quelque sorte. Alors nous allons voir comment ce monde druidique est précisément ouvert sur le monde. Un dernier mot peut-être sur la recherche, sur les sources. Vous êtes archéologue, je l'ai dit en introduction. Que nous dit l'archéologie du monde druidique? Est-ce qu'elle constitue une ressource importante, voire décisive, dans vos travaux? Oui, absolument, mais ça ne se fait pas directement. C'est-à-dire que dans les découvertes qui sont faites, on ne trouve aucun texte toujours des druides, aucune trace directement des leurs, mais on fait apparaître des choses. Ça a été mon cas, puisqu'il y a maintenant presque 50 ans, j'ai découvert le premier grand sanctuaire gaulois en Gaule, à Gournay-sur-Aronde, qui est un sanctuaire qui est vraiment une sorte de copie, presque copie conforme du sanctuaire grec et du sanctuaire romain. Et ça, ce sont les druides qui ont pu faire ça. Donc ça a été construit dans les années moins 280, à peu près avant Jésus-Christ, et il est très probable que ce sont les druides qui, à de nombreuses raisons, ont accompagné les Gaulois, donc les mercenaires gaulois entre autres, mais pas seulement, les colons gaulois qui s'installaient en Italie, ensuite en Thrace, en Grèce, puis en Turquie. Alors venons-en justement à l'histoire de ces druides. Vous reprenez bien évidemment la chronologie et vous montrez, notamment dans votre chapitre 2, l'émergence de groupes à la fin de l'âge de bronze, de groupes cohérents en Gaule. Est-ce qu'on peut parler d'embryon d'État et quel rôle jouent les druides dans ce processus politique ? Oui, ils vont jouer un rôle tout à fait important. Mais pourquoi très tôt? Donc, quand on dit très tôt, c'est aux environs du 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, se forment des communautés déjà très, très structurées, avec déjà
des visions politiques et aussi religieuses, parce qu'il fallait que ces petites communautés étaient donc entre 1000 et moins 800, étaient dirigées par des sortes de roitelets, en quelque sorte. Et à ces roitelets, on demandait donc de diriger, de savoir faire la guerre, etc. et tout. Mais on leur demandait aussi, c'est ce qu'a très très bien expliqué Benveniste dans son étude des mots indo-européens, des racines indo-européennes, que ces roitelets avaient pour mission aussi d'être des devins, et ils devaient pouvoir contrôler la population. Et très tôt, ces espèces de roitelets ont préféré ne plus s'occuper de ces questions-là, d'autant plus qu'arrivaient en Gaule beaucoup d'objets venant de Grèce, etc., qu'on voit notamment avec la tombe de Vix, avec ce chaudron extraordinaire, qui est le plus grand chaudron qu'on ait rencontré, le chaudron grec qu'on ait rencontré en Europe. Il est arrivé donc très tôt, dans les années moins 500, donc peu de temps après la création de Marseille. Alors, de quand date, est-ce qu'on a une idée précise de la formation de ces groupes que l'on va appeler les druides et de leur rôle dans ces sociétés politiques naissantes? Alors au départ, ce n'est pas eux qui formeront un groupe. Au départ, ce sont simplement lorsque ces princes ou ces roitelets vont déléguer les parties difficiles, l'intelligence, aussi l'éducation, il fallait éduquer aussi, et puis s'occuper de la religion. Ils ont laissé cette activité à des personnages qui étaient de leur famille en général. Ce sont des grands aristocrates qui auront pour mission déjà de deviner ce qui va se passer. Et ça va très très bien marcher. Et très vite, ces druides, ces devins vont commencer à entrer en discussion avec leurs voisins des cités voisines. Et c'est quand ils l'auront fait assez souvent, probablement aux environs du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, ils ont eu l'idée de commencer à faire une assemblée qui s'est étendue à toute la Gaule. Nous n'avons pas donné le sens du mot druide. Ah, ben non. Alors, druide, c'est un mot maintenant qui a été bien expliqué. Déjà, les auteurs latins s'étaient penchés sur la question, et c'est assez facile. Donc, c'est un mot, ça ne correspond pas tellement aux druides français, puisque en fait, ce sont les Grecs qui l'ont le mieux conservé. C'est druidas. Druidas, et là, on voit qu'il y a deux racines, drou et widas. Et dans widas, on connaît une racine indo-européenne très célèbre, c'est en grec eido, c'est donc voir, prévoir, etc. Et vidéo en latin. Donc et puis le drou, c'est probablement une sorte d'affirmatif qui se rapporte peut-être au chêne, c'est ce que pense notamment Pline l'Ancien, et c'est une façon de dire. Ce sont des personnages qui peuvent voir très loin, qui comprennent tout de façon très forte. Donc le chêne, parce que le chêne c'est évidemment un arbre sacré, mais surtout qui rend bien compte de la puissance. Voilà. Donc c'est ce terme-là. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que le mot druide possède cette racine grecque. Et, non, elle n'est pas seulement grecque, c'est une racine indo-européenne. C'est une racine indo-européenne. Mais vous montrez dès les premières pages que le monde des druides est un monde ouvert vers l'extérieur, notamment vers le monde méditerranéen. Et donc, qui domine la Méditerranée? Ce sont les Grecs, c'est la culture grecque. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, pour mieux comprendre ce qu'on a déjà dit et ce qu'on va continuer à dire, c'est que ces druides, dès le 7e, 6e, même 8e, 7e siècle avant Jésus-Christ, connaissent déjà toute la Gaule. Et ils savent que la Gaule est un pays qui est tout à fait étonnant, qui correspond d'ailleurs à une sorte de presqu'île comme l'Espagne, comme l'Italie. Et en fait, c'est un pays qui est délimité par des mers, par des grandes montagnes, donc les Pyrénées, les Alpes, et par le Rhin. Et surtout, c'est ce qu'explique très très bien notamment Strabon dans l'un de ses ouvrages concernant la Gaule, où il reproduit encore Posidonios, dit des choses extraordinaires sur ce pays en disant que c'est un pays qui est peut-être l'un des plus beaux d'Europe, parce qu'on peut se
déplacés dans toutes les directions, grâce notamment aux rivières qui vont dans tous les sens, et dans des plaines, dans des régions qui sont extrêmement fertiles. Donc c'est un aspect économique qui préside. Est-ce qu'il y avait des liens économiques dans la Méditerranée archaïque ? Ah oui, dès le 7e siècle. C'est d'ailleurs pour ça que Marseille est fondée en moins 600. Mais il y avait déjà eu des contacts très importants avec ces peuples du centre de la Gaule, pas seulement ceux du sud. Alors on sait que les Grecs distinguent leur propre peuple des peuples dits barbares. Oui. Or, le monde gaulois, enfin les Gaulois étaient considérés comme des amis des Grecs. C'est le plus beau compliment que l'on pouvait faire à un peuple barbare. Oui, tout à fait. Ils sont caractérisés comme des philélélénoi, donc des amis des Grecs. Et en fait, ce sont les seuls avec certains peuples égyptiens qui sont également caractérisés de cette manière par les Grecs. Donc il n'y a pas chez les Grecs le mépris qu'il y aura plus tard de la part des Romains ? Ah non, c'est pas du tout ce mépris-là. En revanche, il y a quand même un défaut tout à fait important de la part des Grecs que je n'avais pas compris. Il m'a fallu des décennies de travail pour m'apercevoir qu'en fait, beaucoup des premiers historiens grecs n'ont pas du tout à chercher à savoir comment les Gaulois, les druides se nommaient eux-mêmes. Et ils n'ont jamais parlé des différents peuples dont les noms étaient déjà connus. Et pour eux, tout le monde, ce sont des Celtas. Et alors, il faut savoir que les plus anciens, ce sont des Celtas. Et quand c'est un auteur grec qui en parle, il parle de Celta, Celtas. Et quand un Romain reproduit ces anciens noms, il dit Celtae. Et ce n'est que plus tard qu'ils parleront de Keltoi et un petit peu les Romains de Celti. Mais au départ, c'est Celta. Et pour eux, en fait, les Celtas, c'est très très certainement un ensemble de peuples du sud de la Gaule et autour un petit peu de l'Auvergne en quelque sorte. Ce sont des peuples qui commencent déjà, qui depuis quelque temps font du commerce et travaillent de façon très très serrée avec les Grecs. Et donc les Grecs, tout ce qui les intéresse, c'est de savoir comment ce développement de commerce, comment aussi on peut demander aux Gaulois de devenir des mercenaires, peuvent aider les Grecs, peuvent aider aussi les Siciliens, parce que très vite, les Gaulois vont aider les tyrans de Syracuse, par exemple. Donc mais ils ne cherchent pas du tout à savoir quels sont les noms. Alors que les Latins, dès le IIIe siècle, commencent déjà à répercuter un certain nombre de peuples qu'on va connaître jusqu'au Moyen-Âge, en quelque sorte. Lien économique, est-ce qu'il existe des liens intellectuels ? Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. Ce qu'on sait, c'est que les liens économiques sont très forts. Les Gaulois, très tôt, déjà, fabriquent des armes qui sont absolument inouïes. Et une grande partie de l'armement des Romains, c'est une copie, ou non seulement une copie, où ce sont simplement des objets produits en Gaule et envoyés en Italie. En Italie. C'est le cas aussi de leurs véhicules. Tous les véhicules qui sont absolument extraordinaires, ce sont tous des véhicules gaulois, à tel point que les Romains ont gardé le nom gaulois de ces véhicules. Mais en fait, ma question était liée au fait que les druides apparaissent comme des sages, des savants. Est-ce que ces sages savants étaient en lien avec les philosophes grecs ? On ne le sait pas ? On ne le sait pas directement, mais c'est très très probable. Déjà parce qu'ils ont pu voir effectivement ces sanctuaires grecs et latins, et ça les a beaucoup intéressés. On pense aussi qu'ils ont depuis Marseille, avec les Massaliotes, allé suivre peut-être des manifestations extraordinaires, tout à fait intelligentes en Grèce. Mais bon, là, on n'a pas de preuves puisqu'ils n'ont pas écrit, malheureusement. Pourquoi il n'y a pas d'écriture ? Parce que, si mes souvenirs sont bons, ils interdisaient même la pratique de l'écriture. Oui, alors ça, c'est pas du tout rare, puisque c'était le cas de Pythagore et des pythagoriciens. Donc c'est pour ça que les premiers historiens de la philosophie ont tout de suite rapproché Pythagore et les druides. Donc, mais les druides, les pythagoriciens sont encore plus durs envers l'écriture,
puisque eux refusent tout de façon à ce que les philosophes pythagoriciens gardent tout pour eux. Et ce n'est pas le cas des druides. Les druides ne veulent pas que l'écriture soit diffusée par n'importe qui, n'importe comment, mais très tôt, lorsque leur assemblée au niveau national, en quelque sorte, se réunit chaque année, si une décision est prise, elle est acceptée par tous les peuples et se répand dans toute la Gaule. Alors, comment mieux définir, au fond, ce qu'est le druide? Vous parliez tout à l'heure de mage. Est-ce que c'est à la fois un homme du savoir, mais également un homme du religieux? Nous n'avons pas encore utilisé le terme jusqu'à présent. Quelle est la place du religieux chez ces personnages? Alors, elle est très faible et elle arrive un petit peu tardivement par rapport au reste. Et en fait, les druides sont surtout, encore une fois, très très proches des pythagoriciens. Donc ce sont surtout des sages, ce sont surtout des philosophes. Et donc, eux, ils veulent absolument que l'intelligence se développe à tous les niveaux. Très tôt, mais là aussi, c'est parce que ce sont les anciens roitelets des différentes peuplades gauloises qui leur demandent de apprendre à leurs enfants les nécessités pour l'intelligence. C'est-à-dire que ce sont aussi des professeurs? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit parce que à l'époque de César, ou même un petit peu avant, on a déjà des Gaulois, notamment César a eu un de ses profs qui était un Gaulois. Donc, enfin, l'idée de transmission, elle est essentielle chez eux? Ah, tout à fait, oui. Et la religion, ça n'arrive que tardivement, et parce qu'ils sont un petit peu obligés de le faire, parce qu'eux comprennent très vite qu'il ne suffit pas de développer l'intelligence, d'être maître de la divination, etc. Il faut aussi qu'ils puissent contrôler les volontés guerrières des Gaulois, parce que ce sont quand même des grands guerriers d'une part, et donc ils veulent aussi s'occuper à faire de la politique. Et pour ça, il faut à ce moment-là qu'ils passent par la religion. Mais c'est très intéressant parce que, en fait, on a, alors là encore une fois, ça apparaît comme un cliché, mais la vision du druide comme une sorte de conservateur du panthéon gaulois. Vous avez vous-même écrit un livre sur la religion gauloise, mais à vous entendre, on a l'impression que le fait religieux reste effectivement un fait marginal. Oui, tout à fait. Donc ça arrive assez tardivement, au moment où les sanctuaires publics sont créés, et ce sont des sanctuaires qui sont au niveau de la cité ou du pagus. C'est-à-dire que les cités, par exemple les Bellovaques, la cité c'est les Bellovaques, mais chaque cité a plusieurs pagis, c'est-à-dire des cantons en quelque sorte, 4, 5, 6, et chaque canton, c'est le cas notamment de Gournay-sur-Aronde, a son propre sanctuaire qui est ouverte à tous les nobles, mais pas seulement, aux guerriers et aux paysans. Et donc là, il n'y a plus de différence sociale pour participer au rite religieux. Mais alors, je suis désolé d'insister, mais le druide, ce n'est pas l'équivalent du prêtre, par exemple, dans la religion romaine. Pas du tout. Non, effectivement, pas du tout, parce que depuis des siècles, peut-être même presque un millénaire, les druides sont au départ en concurrence avec d'autres religieux. Donc, ce sont les bardes, qui sont des sortes de poètes, qui nous racontent un peu tout ce qu'on veut. Et puis, les ovates, il n'y a pas de nom grec ou romain pour traduire ça. Les ovates, ce sont effectivement des devins qui, eux, travaillent sur le sacrifice et interprètent la façon dont les sacrifices se produisent. Et donc, très, très lentement, parce qu'il faudra quand même pas mal de temps, il faudra plusieurs siècles, pour que les druides réussissent à faire, en quelque sorte, taire ces deux concurrents. Alors, on va y revenir après, mais effectivement, la question des bardes est essentielle. Alors, vous montrez comment les druides vont en quelque sorte réguler la société gauloise. À quel moment les Gaulois ont-ils ressenti le besoin d'instituer des règles, de limiter, au fond, ce qu'on appellerait la loi du plus fort? Ça, je pense que c'est depuis le début.
leur premier travail a été de remplacer en partie l'activité de leur prince, celui qui dirigeait la communauté en quelque sorte. Donc ces gens-là n'iront faire la guerre, ne décideront de faire la guerre que si les druides leur donnent leur accord. Enfin, c'est pas leur accord, c'est leur accord que leur donnent les divinités, et qui est traduite par les druides, justement. Mais alors, juste, en fait, on comprend qu'ils ont donc un rôle dans la construction des cités. Ah, bien sûr, ils ont le plus grand rôle possible, en quelque sorte, oui. Ouais. Est-ce que ces Gaulois ont conscience de partager un même système de valeurs ? Est-ce qu'on peut, à partir de quand, parce que c'est votre conclusion, mais voilà, les choses se mettent en place sur des siècles, est-ce qu'à un moment donné, on peut parler au fond d'une civilisation gauloise, au même titre qu'il y a une civilisation étrusque ou une civilisation grecque ? Ah, bien sûr, absolument, parce que dès l'époque de la fondation de Marseille, etc., là, il y a une unité de la Gaule. C'est un pays qui est déjà parfaitement dessiné. Et pour savoir ce qu'il en est, le mieux, c'est de se repencher dans un ouvrage très célèbre qui est la description de la France par Vidal de la Blache. Donc, ce qu'il écrit, justement, il s'appuie tout de suite sur ces textes de Posidonios d'Apamée, de Strabon, etc., qui montrent que plusieurs siècles avant la venue de César, cette Gaule était déjà définie. Et donc, il y avait un ensemble. Alors, Vidal de la Blache, il y a d'autres historiens. Vous parlez Camille Jullian beaucoup. Camille Jullian, oui. Camille Jullian a eu un rôle très important dans la connaissance de la réalité druidique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il a compris qu'il jouait un rôle tout à fait important, alors que les autres historiens, et ça, il faut remonter encore une fois, finalement, au XIXe siècle, ou enfin même au XVIIIe siècle, tous les historiens avaient abandonné l'étude des druides. Personne ne s'y intéressait ou pensait pouvoir le faire. Est-ce que j'insiste sur le fait religieux parce que encore une fois il constitue une partie importante de votre livre. Est-ce qu'il existe au même titre que se développe cette civilisation, une théologie, une nouvelle théologie que l'on qualifierait de gauloise? Gauloise, je n'irai pas jusque-là, non, mais qui est une nouvelle théologie, parce qu'on sait, cette fois-ci, on le sait par César, qui recopie encore une fois un texte de Posidonios d'Apamée. Il nous dit que les dieux chez les Gaulois sont au nombre de 6. Ce qui est très peu. Et en plus, il parle surtout de 5. Il parle de Mercure, d'Apollon, de Mars, de Minerve, de Jupiter, et enfin de 10 patères qui en fait, c'est une sorte de Pluton en quelque sorte. Et il leur donne des noms latins et en partie grecs, puisqu'Apollon c'est un grec. Et on a dit c'est une réinvention de la part de César, une traduction, etc. Non. Ce sont les Gaulois qui ont décidé ça, parce que pour eux, ça leur semblait amplement suffisant de garder ce petit groupe. Et surtout, la personnalité de chacune de ces divinités n'est pas du tout celle des latins et des grecs. Enfin, c'est déplacé. Par exemple, Mercure, on lui demande surtout d'être un commerçant, par exemple. Et Minerve, on lui demande d'être une technicienne. Et Apollon, d'être un pharmacien, un médecin, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas du tout la correspondance chez les Grecs et chez les Romains. C'est qu'une partie. Donc là, c'est vraiment une traduction par les druides. Ils ont voulu ça. Alors, justement, est-ce que vous allez peut-être trouver ma réflexion osée, mais je vais me lancer. On a l'impression que, au fond, ces personnages étaient plus du côté de la raison, de la science, plutôt que de la foi. Est-ce qu'on peut opérer cette différence entre science et foi et faire plus des personnes de savoir que des personnes du croire? Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ah oui, là, absolument. Oui. Effectivement, eux, ils veulent absolument rendre les gens plus intelligents. C'est tout à fait comme les pythagoriciens.
Sauf que les pythagoriciens, et notamment Pythagore lui-même, lui est allé un petit peu trop loin. Et les pythagoriciens, à un moment donné, dans les années entre moins 600 et moins 500, sont allés s'installer dans le sud de l'Italie, ce qu'on appelle la Grande Grèce. Et pythagoricien a voulu diriger la ville de Crotone. Et ça s'est très mal passé. Et il y a un certain nombre de pythagoriciens qui ont voulu prendre le pouvoir comme des guerriers, en quelque sorte. Et eux se sont fait, en quelque sorte, détruire par les Italiotes. Quelle est la place des devins ? On n'a pas encore parlé d'Astérix depuis le début de cette émission, alors que Dieu sait s'il nous influence dans notre représentation. Quelle est la place du devin dans la société gauloise ? Oh ben il a été bien remué, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les ovates sont considérés comme des devins, mais des devins qui travaillent essentiellement sur le sacrifice, à la fois humain et à la fois animal. Donc une des premières choses que les druides vont vouloir faire, c'est arrêter les sacrifices humains. Et puis surtout, ils vont empêcher ces ovates d'expliquer pourquoi les animaux meurent de telle façon et ce que ça veut dire. Donc ça se fait très certainement autour du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Et ces personnages sont à distinguer, vous le disiez tout à l'heure, des bardes. Nous avons une vision très critique des bardes avec Astérix. Oui. Mais le barde a ce rôle qui est un rôle vraiment religieux. Oui, c'est ça. Plus que le druide. Oui, exactement. C'est-à-dire que, puisqu'on a parlé de la religion, on a parlé des sanctuaires, on a parlé notamment de ces grands sanctuaires publics, dans des grands sanctuaires dont maintenant on en connaît peut-être une 50aine dans toute la Gaule. Maintenant, on connaît très très bien ces installations. Les druides y jouaient un rôle très important, mais en retrait en quelque sorte. Il fallait toujours qu'ils soient sur place au moment des grands rites religieux, mais eux ne pratiquaient rien, de même que les pythagoriciens. Ce sont des gens qui d'ailleurs étaient vêtus de la même manière. Ils étaient en blanc, en toge blanche, etc. Et ils ne touchaient pas du tout aux animaux ni quoi que ce soit. Donc ils restaient en retrait. La musique, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la musique, parce que les bardes sont bien évidemment liés au monde musical. Il y a une spécificité de la musique dans le monde gaulois ? Ah oui, très certainement, parce que de toute façon, comme ils ne laissaient pas, on n'a pas parlé de l'art pour l'instant, mais comme ils ne laissent pas les différents arts se développer, comme ça ils se développent par ailleurs, la musique, elle, joue un grand rôle, et c'est là que les bardes vont pouvoir au moins servir à quelque chose. Pourquoi l'art ne se développe pas ? Parce que les druides, alors je pense que c'est aussi le cas des pythagoriciens, mais là on le sait moins pour les pythagoriciens, les druides considèrent que les divinités n'ont aucun rapport par leur formation, etc., aux humains. Ça n'a rien à voir. Donc, les druides, en quelque sorte, interdisent la représentation humaine. Une sorte d'iconoclasme. Ah oui, c'est un iconoclasme, bien sûr, même pour les animaux. Et ils ne laisseront de la place qu'à des formations tout à fait nouvelles, avec effectivement des animaux à plusieurs têtes, etc. Et surtout des nouvelles inventions. Mais la représentation au plus près réaliste des humains et des animaux, ça disparaît, parce que les druides les font disparaître. Je reviens sur la musique. Comment l'importance de la musique apparaît dans les sources, même dans l'archéologie, parce que la musique, au fond, les chants étaient su par cœur. Il n'y avait aucune partition, il n'y avait aucun document qui nous permettait de fixer, au fond, cette musique. Oui, alors ça effectivement, donc on ne trouve pas grand-chose, mais on trouve quand même, heureusement. Donc pour les textes, vous m'avez parlé des textes, les textes sont assez rares, mais on sait quand même qu'il y avait des manifestations où les druides participaient, où la musique jouait un très grand rôle. Et puis surtout, dans l'archéologie, on a découvert notamment des trompettes, des choses comme ça, notamment sur un de ces grands sanctuaires dont je vous parlais, qui se trouve à Tintignac, c'est à Naves, c'est tout près de...
tout près de en Corrèze, c'est le principal chef-lieu de Corrèze. Bon, peu importe. Et donc là, on a trouvé effectivement ces sortes de carnix en cuivre, en quelque sorte, extraordinaires. Et là, justement, il y a des chercheurs, notamment des universitaires, qui ont travaillé sur la question, et ils ont montré qu'effectivement, c'était des instruments très difficiles à concevoir et qui, une fois respectaient un certain nombre de règles, faisaient des musiques tout à fait extraordinaires. On a des Anglais et des Irlandais qui savent justement user de ces carnix. Et puis, on sait aussi qu'ils utilisaient des sortes de lyres, mais là, évidemment, on n'en retrouve pas, mais on en a vu notamment sur une statue qui a été découverte en Bretagne. Donc, on a un personnage qui est avec sa lyre devant lui. Mais on ne connaît pas le contenu des chants, on ne connaît pas j'allais dire la rythmique de la musique, le tempo. Non. Ça, pour les Grecs, on le sait un petit peu, mais malheureusement pour les Gaulois, là, on n'a rien du tout. Est-ce que, et puis ça sera ma dernière question sur le religieux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une distinction entre nature et divinité? Est-ce que le monde des dieux est un monde véritablement à part, le panthéon des dieux est un monde à part, à distinguer au fond de ce qui serait une forme de panthéisme et de l'amour de la nature? Là, on a très peu d'informations sur la question. Enfin, ce qu'on sait, c'est que pour les druides, ce qu'ils voyaient sur Terre et qu'ils partageaient avec leurs compagnons, les habitants, etc., pour eux, s'étendait à l'univers tout entier. Donc, il n'y avait pas de monde distinct. Non, c'était un ensemble pour eux. C'est-à-dire que les dieux faisaient partie de la vie d'ici-bas. Ah oui, tout à fait. Oui. Et notamment dans les sanctuaires, on sait que le druide, qui était le dieu qui était en quelque sorte le dieu de ce lieu de culte en particulier, était présent au moment des rites, mais ensuite il n'était plus. Donc il remontait dans les cieux ou dans les enfers en quelque sorte. Mais on ne connaît pas la nature des rites ? Les rites, si, on les connaît, puisque donc, quand on fait les fouilles, on s'aperçoit que c'est exactement l'équivalent de ce que l'on voit en Grèce et à Rome. Ce sont essentiellement des sacrifices d'animaux, le bœuf, le mouton, le porc, etc. Et puis des dons d'objets de grande qualité, comme les armes, les bijoux, etc. Donc c'est très très semblable à ce qui se passe en Grèce et à Rome. Est-ce qu'on peut parler dans ce développement de la civilisation gauloise, au fond d'une nation gauloise, un terme d'ailleurs que vous utilisez, mais que vous mettez entre guillemets? Oui, effectivement, si. Ça, on le voit très très bien, encore une fois, dans les premières lignes du livre 4 de Strabon qui décrit la Gaule. Et là, il recopie cette fois-ci, sans le dire, mais on sait que c'est un texte de Posidonios d'Apamée, et il dit ce que va reprendre aussi César dans sa première ligne, sa première phrase de la guerre des Gaules. Il reprend un texte de César où il dit que la Gaule est divisée en 3 parties, donc une qui est celle des Aquitains au sud, l'autre au centre qui est celle des Celtes, et au nord celle des Belges. Et en fait, c'est exactement ce qu'écrit Posidonios d'Apamée. Et Posidonios d'Apamée va encore plus précisément. Il dit que ce sont des Galatas. Parce que le terme gaulois est passé en latin très tôt, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Les latins ont parlé de Gallie, tandis que les Grecs ont parlé longtemps de Galata. Et qui ensuite, ces Galatas, on n'en retient que leur occupation de la Turquie, et notamment de la région d'Ankara. Mais les Galatas, c'était essentiellement en Gaule. D'ailleurs, pour Polybe, quand il parle des Galatas, ce sont des peuples qui sont en Gaule. Et ce sont les peuples en général. Et ça, Posidonios d'Apamée l'a dit très précisément, parce qu'il dit les Aquitains sont proches des Ibères, puisque de l'autre côté des Pyrénées, ce sont des Ibères. Mais il dit les 3 grands groupes de la Gaule, ce sont des Galatas. Alors tout le monde connaît la forêt des Carnutes, oui. Et le rassemblement de la forêt des Carnutes. Que sont ces assemblées? Quelle est leur nature? Quel est le pouvoir de ces assemblées sur les mondes gaulois?
Ah bah c'est effectivement une assemblée d'abord très ancienne, parce qu'il a fallu énormément de temps pour qu'il puisse s'asseoir sur ce grand pays et sur ce nombre de nations quand même très divers. Donc ça a dû commencer très probablement au 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et là, c'est vraiment une décision des druides au départ de se donner un lieu d'assemblée pour eux, de façon à partager leur savoir. Parce que comme ils n'écrivent pas, il faut qu'ils puissent diffuser leurs connaissances de façon à ce que ce qu'ils découvrent, notamment en astronomie par exemple, puisse être partagé par les autres. Donc c'est vraiment le partage, ça c'est intéressant. Et c'est des colloques au fond. Ah, ce sont des colloques, oui, et ça se passe tous les ans, et ça ne se passe pas n'importe où. Vous dites Carnut, c'est très probablement près d'Orléans, et c'est au centre géométrique de la Gaule. Ça, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'à cette époque-là, ils connaissaient parfaitement le pays et ils le calculaient. Et comment on en a la preuve, il ne faut quand même pas l'oublier, c'est qu'à cette époque-là, les Gaulois construisaient des grandes voies dans toute la Gaule, qu'on a appelées voies romaines, notamment pendant toute la fin du XXe siècle. Ce ne sont pas des voies romaines du tout, ce sont des voies gauloises qui sont absolument extraordinaires. Ce sont des voies rectilignes qui traversent les montagnes, qui traversent les vallées, etc. Et ça, c'est tout à fait passionnant. Le pouvoir politique des assemblées existait. Bien sûr. Et ça apparaît très très tôt parce que... Pourtant, vous distinguez bien dans votre ouvrage le monde druidique du monde de la noblesse, oui. en mettant une frontière entre les deux. Et les druides influençaient-ils la noblesse? Les druides étaient-ils supérieurs à la noblesse? Ah, bien sûr. Il les remplace très vite. Il les remplace. C'est-à-dire que c'était les vrais chefs? Non, c'est ça qui est étonnant. Ce ne sont pas des vrais chefs. Ce ne sont pas des vrais chefs. Ce ne sont pas des vrais chefs, mais ils dirigent tout. Voilà. Et ça, on le voit parce que les premières expéditions des Gaulois en direction de l'Italie, puisqu'il y a eu des invasions très importantes, et à tel point que, d'ailleurs, quand César en parle, il parle de colonies. Il dit que ce sont des colonies, colonia. Et tous mes collègues, notamment archéologues, oublient ça, mais c'est quand même très très important. Ce sont des colonies avec une population qui est de jeunes. Ce n'est pas une population tout entière, c'est la jeunesse qui va s'installer en Italie, ensuite en Grèce et ensuite en Turquie. Est-ce que donc les druides ne voulaient pas le pouvoir politique? Ils étaient en quelque sorte des conseillers du prince, tout en étant supérieurs au prince? Bien sûr, oui, c'est sûr. Mais le grave problème... Alors ça, moi, je n'ai pas trop étudié la chose, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, mais je pense que c'est l'invasion des Cimbres et des Teutons dans les années 110-120 qui a détruit un petit peu le mouvement de la création des druides sur les cités, qui a fait disparaître une partie de leur travail. Comment justement ce monde disparaît? Est-ce que un monde se substitue à l'autre? Est-ce que la romanité va se substituer à la civilisation gauloise? Oui, bien sûr, puisque déjà, à partir de moins 120, les Romains réussissent à créer une province, donc, que nous, on appelle la Provence, qui nous est restée la Provence. C'est une partie de la Gaule qui devient romaine. Et ensuite, à la suite de cette invasion des Cimbres et des Teutons, il y a des peuples qui vont décider de se rapprocher le plus possible des Romains. Et notamment, c'est le cas des Étuins, le cas de Tivicac, qui, depuis les années probablement moins de 100, avaient déjà des liens politiques très importants avec Rome. Vous dites, au summum des affrontements entre Romains et Gaulois, qui s'étendent désormais dans tout le pays, le système de communication créé par les druides ne cesse pas de fonctionner, mais il est à demi paralysé. On en revient à cette unité que vous présentiez. Le fait qu'il y ait une unité, ça n'a
pu que servir les dessins de César. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et Diviciac a joué un rôle absolument extraordinaire. Alors, qui est ce personnage, justement? Alors, Diviciac, c'est un grand noble éduin. Donc, éduin, ce sont les Gaulois du Morvan. Et donc, leur capitale, c'est... écoutez, ce n'est pas grave. Enfin bon, on la connaît bien. Et donc, ces sénateurs, parce que la vie politique des Gaulois à cette époque-là, il y a des sénateurs, mais il y a aussi des plébéiens. Et donc, il y a une assemblée importante, mais ça depuis plus longtemps, c'est certainement la plus ancienne, ce sont des sénateurs, donc ils participent à un sénat, ce sont des nobles, et très tôt, se constituent des assemblées avec des plébéiens, comme chez les Romains en quelque sorte. Et donc, lors des guerres, les sénateurs sont obligés de monter au combat. Donc, c'est ce qui s'est passé lorsque les Éduins ont été agressés par les Germains. Il y a eu une guerre très importante, certainement dans les années moins 61, moins 60, dans la plaine d'Alsace probablement. Et là, tous les sénateurs éduins ont été tués, sauf Diviciac, et probablement parce qu'il était druide, donc il n'a pas participé à la guerre. Il avait le droit de ne pas participer à la guerre. Normalement, les druides ne participent pas à la guerre. Et du coup, il est allé se réfugier, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Rome. Tout ce qu'on peut dire, c'est en quelque sorte. C'est toujours très difficile de connaître exactement l'ensemble des vies, l'ensemble des biographies de ces personnages. Oui, bien sûr. Et bon, en plus, César ne veut pas nous dire qui sont ces plébéiens. Il ne veut pas entrer dans le détail. Lui ne s'intéresse qu'aux nobles et aux sénateurs. Et ça, c'est très embêtant. Et d'ailleurs, ça va lui coûter cher. Parce qu'il va obliger tous les sénateurs à se rapprocher de son camp, à lui donner leur premier fils. Donc c'est important parce qu'après, ces sénateurs ne pouvaient plus être remplacés par leurs enfants. Et c'est à ce moment-là que chez les Arvernes, et notamment chez les Bellovaques, là on a des plébéiens qui ont pris un rôle très important. Et ça a rajouté probablement 2 ou 3 années de plus à la conquête de César. Parce que là on a eu des bataillons de plébéiens dirigés par des gens comme celui des Bellovaques ou ceux des Arvernes. Qui ont joué un très très grand rôle. Qu'est-ce qu'il aurait fallu à cette civilisation gauloise et ce monde druidique pour rester au fond dans les mémoires? Est-ce qu'il aurait fallu davantage de traces écrites au fond? Ah oui, ça aurait été très très bien. Mais parce que la romanité, c'est une civilisation de l'écrit aussi, et ce n'est pas le cas du monde gaulois. Non. Mais on avait déjà un ensemble extrêmement important sur des gens comme Posidonios d'Apamée, toutes ces œuvres qui étaient à Alexandrie, dans la bibliothèque d'Alexandrie, et qui ont disparu. Et encore, bon, on peut pas lui en vouloir, mais c'était à cause de César. Parce qu'en fait, c'est César qui a fichu le feu à la bibliothèque d'Alexandrie parce qu'il essayait de se battre contre les Alexandrins. Au 2e et au 3e siècle après Jésus-Christ, que reste-t-il de cette civilisation gauloise? Très très difficile de le dire parce que y a toute une partie de la population qui ne demandait que ça, de se rattacher définitivement aux Romains. C'était le cas des Éduins, c'était le cas des Rèmes en Champagne par exemple. De toute la partie orientale de la Gaule sont des peuples qui voulaient se rapprocher de Rome, alors que la partie occidentale, notamment tous ceux qui sont dans la Bretagne actuelle ou de l'Aquitaine, etc., eux voulaient continuer à se battre. Mais ils se sont trouvés en quelque sorte divisés. Oui, donc le fait est militaire, le fait du savoir, l'intelligence de ces druides n'a pas prévalu au fond dans l'équation. Ah bah non, parce qu'en plus, à cette époque-là, je pense que Diviciac n'est pas... C'est le seul druide dont on connaisse le nom. Il a dû y en avoir d'autres qui étaient comme lui, qui avaient déjà fait en quelque sorte contrat avec Rome et avec des gens comme César.
Eh bien, merci J'en prie. beaucoup, Jean-Louis Bruno, d'être venu à notre micro. La cité des druides, bâtisseurs de l'ancienne Gaule, un ouvrage paru chez Gallimard dans la collection L'esprit de la cité. Et je vous invite à écouter l'émission que nous avons enregistrée ensemble, qui est disponible dans nos archives. Vous allez dans le moteur de recherche, vous tapez Vercingétorix et vous trouverez cette émission que nous avons enregistrée il y a bien 3 ou 4 ans. Oui, Voilà. facile. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous rendre chez votre marchand de journaux afin de vous procurer le dernier numéro d'Histoire et Civilisation. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce en dessous de la vidéo YouTube et enfin de parler de Storia Voce autour de vous. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.